Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon VIP d'aujourd'hui, mon verbomoteur inspirant avec du panache, a donné ses lettres de noblesse à nos failles humaines. Grâce à lui, ses écrits, ses conférences, ses émissions et maintenant sa nouvelle pièce de théâtre interactive, nous sommes tous plus conscients de nos faiblesses, mais aussi de nos forces. En 2007, on lui a diagnostiqué un cancer de stade 4. Et l'homme qui s'occupait de tout le monde a dû s'administrer sa propre médecine et il a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, en cette journée, il célèbre ses 62 ans. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Guy Corneau, bonne fête! Hey, merci beaucoup! 62 ans! C'est grave, hein? Comment tu te sens dedans? Ben écoute, je dois avouer que mes 60 ans, j'ai trouvé ça plus dur à digérer que mes 50 ans. C'est tough, hein, les dizaines? Oui, mes 60 ans, c'est parce que dans toute ma vie, là, moi, j'ai toujours trouvé que j'avais tellement de temps devant moi, là. Puis là, je calcule le temps actif qui me reste. C'est niaiseux, je devrais pas faire ça, mais je me dis, si je veux faire telle affaire, il me reste combien de temps? 12 ans, 15 ans, 20 ans que j'ai vraiment, là, tu sais, du nerf, puis C'est ça, c'est tannant. J'ai jamais eu ça dans ma tête. J'aime pas ça. Mais quand on a survécu un cancer, d'ailleurs, tu dois être dans ta 5e année en ce moment. Est-ce que tu es... c'est ça. Donc, tu es guéri, techniquement? Techniquement, c'est ça. Donc, ton rapport avec la... Peut-être pas la vie, parce que ça, tu as un rapport qui a toujours été là, j'imagine, mais avec le temps doit être différent peut-être aussi, non? Oui, c'est vrai. C'est des jours gagnés, ça, à chaque fois. C'est des jours gagnés. Moi, c'était ma 3e vie. J'ai passé 2 fois proche de mourir. Et c'était ma 3e vie. Et effectivement... C'est du temps gagné, mais je te dirais que c'est du temps gagné pour déguster. C'est du temps gagné, pas tant pour aller vite. C'est sûr, j'ai bien des idées dans la tête, je veux faire des affaires, mais en même temps, je me dis, wow, tu sais, c'est parce que tu traverses des états intenses à travers ces choses-là. Et les états que tu traverses puis qui te guérissent, au fond, sont des états où il n'y a pas de temps, justement, où tu es d'une sorte d'instant éternel, parce que tu te dis, c'est peut-être mes derniers, de toute façon, c'est peut-être mon dernier repas avec mes amis. Tu penses des choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est quand tu penses à ça tout le temps, en plus. La dernière fois au parc, tu penses à des affaires comme ça, mais la seule issue possible, c'est rentrer vraiment dans la dégustation du temps, de l'instant, je te dirais même, du présent. Et quand je vais vite, là, je me dis, Guy, rappelle-toi, d'où est-ce qu'on vient, là? Et je me ramène à ces états-là. Et ça m'aide tout le temps. Ça fait que je déguste plus que je dégustais dans toute ma vie au complet. Ta formation psychanalyste, as-tu aidé à traverser ça ou ça n'a rien à voir à ce moment-là? Ce qui est atteint, c'est l'homme. L'homme en tant que tel, pas celui qui a les connaissances. Oui, ça m'a beaucoup aidé, en fait, parce que, au fond, plusieurs aspects. Un aspect, c'est que, bon, j'ai déjà été très, très malade dans ma vie, souvent, et je sais quoi faire quand je suis très malade. Tu étais malade de quoi? J'ai une colite. Non, j'ai eu une colite ulcéreuse, mais qui m'a quand même amené près de la mort. Ah oui, t'es sérieux déjà? Oui, j'ai eu ça pendant 25 ans. J'ai plus du tout d'effet de ça. Mais je suis arrivé à renverser une maladie irréversible, au fond. Mais comme psychanalyste et comme patient d'abord de la psychanalyse, j'ai beaucoup appris à parler avec moi-même. D'ailleurs, tu ne parles pas à tes cellules, c'est tout ça que tu fais? Oui, c'est ça. Je parle avec des parties de moi-même qui sont en difficulté. Là, j'ai juste ajouté une petite coche de plus qui est de... Tu sais, on est juste des cellules en mouvement, donc de vraiment parler aux cellules qui sont en déséquilibre, au fond. Et ce qui est la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'au fond, tu as toujours plus de cellules qui vont bien dans toi que de cellules qui vont mal. Heureusement, d'ailleurs. C'est ça. Et donc, il faut vraiment encourager les cellules qui vont mal à se rééquilibrer et à retrouver leur chemin ou à disparaître ou à se dissoudre. Puis... Es-tu plus un être équilibré? Parce que c'est facile de dire aux autres quoi faire, mais de le faire soi-même, c'est toujours très difficile, non? Bien, moi, je trouve que d'abord, le mot équilibre est le bon terme, parce que l'équilibre, c'est vivant. On est en vélo, c'est ça, c'est une balance. Donc, on n'atteint jamais de plateau là où tu peux t'asseoir, tu sais. Et moi, j'aime ça, c'est ça la vie. Mais je dirais que l'équilibre, pour moi, c'est une recherche quotidienne. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est facilement équilibré, je dirais. Je suis quelqu'un qui est... Je suis passionné. En même temps, je suis une nature assez calme, au fond, mais passionné, bouillant, même dans certains aspects. Et l'équilibre, pour moi, c'est un rappel quotidien. Si je me dis, tiens,
J'ai-tu aujourd'hui une journée assez équilibrée? C'est-à-dire, pour moi, une journée équilibrée, c'est une journée où je donnais de la place autant à mon monde de psychanalyste qu'à mon monde créatif, qu'au monde amoureux, qu'au monde, tu sais, qui a eu de la place pour tout faire vivre ces dimensions-là de moi-même. On parle souvent du 3x8, hein? 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs. Est-ce que tu es capable de voir ça avec la vie que tu as? Es-tu capable d'avoir un certain équilibre, justement, ou que ça soit mieux divisé? Disons que le loisir, ça pourrait être un peu plus... Bien que tu n'as pas à te plaindre, tu arrives d'Hawaï. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis allé suivre un séminaire à Hawaï qui était donné par mon ami Pierre Lessard, d'ailleurs, sur l'amour. Écoute, c'était extraordinaire. Suivre un séminaire sur l'amour à Hawaï. Mais ça, c'est pour toi? C'est pour mieux apprendre l'amour? C'était vraiment pour moi. Ça sert deux propos, en fait. Ça sert moi, mais ça sert aussi moi qui est toujours en train de jouer dans ces questions-là. Oui, c'est ça. Et il y a toujours de la place pour apprendre des choses. Alors, le séminaire était beaucoup centré sur l'amour de soi. Et moi, l'amour de soi, c'est une affaire, là, franchement, même comme psychanalyste, là, c'est une affaire, j'ai eu bien de la misère à apprendre. Tu sais, apprendre à me respecter, apprendre à être bienveillant envers moi-même, apprendre à me donner une chance, apprendre à... Ce qu'on appelle l'amour-propre. Oui, l'amour-propre, c'est ça. S'accorder de la valeur, s'accorder une certaine puissance dans la vie. Tout... Alors, on a beaucoup travaillé là-dessus. J'ai trouvé ça très provoquant comme séminaire. Je dois dire la vérité, c'était ça. Tu m'avais déjà dit dans une entrevue que tu en avais arraché du côté amoureux. Est-ce que c'est réglé, cette affaire-là, ou c'est toujours une zone sensible? C'est toujours une zone sensible, mais je pense que j'ai pogné le bon bout. C'est la maturité qui fait ça, ou c'est parce que c'est des connaissances de soi? Oui, c'est-à-dire que ce que je trouve en tant que gars, en plus, c'est que je suis moins attiré par les formes extérieures. C'est plus maintenant... Maintenant, c'est l'importance, la qualité de la relation, la qualité du cœur, le rapport cœur à cœur. Est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il n'est pas présent? Voilà. Là, tu m'interpelles parce que moi, c'était l'emballage que j'aimais. Le cadeau, je m'en foutais. Oui, mais les gars, on est un petit peu comme ça. Je le sais, mais c'est donc bien long à comprendre. Puis que de douleur aussi à travers ça. On est mal instruits. On est mal éduqués. Les filles sont belles, c'est pour ça. Les femmes sont belles. Il y a ça. Mais défaire ces déclencheurs-là, c'est une job. Oui, c'est ça. Moi, ça fait 10 ans que je suis en relation avec quelqu'un qui était justement le cadeau et qui n'était pas l'emballage. C'est ça. Et encore aujourd'hui, il faut que je me parle. Je me dis, non, oublie pas le cadeau. Là. Moi, je pense que j'ai vraiment compris. Là. Moi, je pense que j'ai passé le pas. L'autre aspect m'a trop fait souffrir. Oui, c'est parce que là, on a de la mémoire aussi. Oui, c'est ça. On se dit, on ne veut plus aller là. On ne veut plus aller là. Puis aussi, tu sais, dans l'amour, il faut vraiment qu'il y ait une amitié très profonde. Alors ça, c'est des choses maintenant que j'ai appris à cultiver. Puis j'ai aussi appris une autre affaire, c'est que j'ai appris à aimer en posant beaucoup moins de conditions. Tu sais, parce que je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais vécu, au fond, très égoïstement, très centré sur mes besoins. Et là, je m'aperçois que... Tu dis tes besoins, mais est-ce que c'était tes désirs? Mes désirs, mes besoins, tu sais, mais pas juste mes désirs, parce que tu as ta carrière, c'est ça qui vient en premier. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Il faut que ça marche comme tu veux. Puis, tu sais, on vit des vies, puis toi aussi, tu vis une vie comme ça. On vit des vies où beaucoup de monde nous servent. Tu sais, tu arrives dans un studio, j'ai ma propriété. On est maquillés. Les gens s'occupent de nous. Je vais donner des conférences, j'ai le tapis rouge partout, là, tu sais. Et dans cette vie-là, finalement, tu oublies un petit peu que les autres existent vraiment, tu sais. Et moi, j'ai vraiment réappris à aimer avec beaucoup moins de conditions. Je te dirais même que mon grand apprentissage actuel, c'est vraiment tenter d'aimer inconditionnellement. Je te dirais ça, là, tu sais, d'aimer vraiment beaucoup d'êtres humains et d'aimer une personne en particulier en posant beaucoup moins de conditions. Parce que tu l'as pas, t'as pas eu d'enfant, à ce que je sache, Guy. Non, mais je suis vraiment le tuteur d'un enfant. Oui, c'est vrai. Mais aimer... Il y a 16 mois. Ça, c'est ça qui m'a montré ça. Mais l'amour inconditionnel, le seul amour inconditionnel, je pense qu'on peut connaître dans une vie, à moins de réussir ça avec quelqu'un d'autre, c'est avec un enfant. Je sais pas pourquoi, mais ça déclenche ça en nous. Là. Ça déclenche ça, mais parce que pour cette vie-là, qui est toute jeune, qui est toute fraîche, tu ne comptes pas ta fatigue, tu comptes pas ton effort. C'est pas parce que tu es fatigué que tu as envie de dormir que tu t'occupes de cet enfant-là. Tu t'occupes de cet enfant-là. Mais cet enfant-là qui a 16 mois, tu l'as pas fait. T'es pas le père. Je suis pas le père de l'enfant. T'es en lien comment par rapport à lui? Ou à elle, je sais pas. Je suis comme le père adoptif, au fond, de cet enfant-là. Donc, tu es avec quelqu'un qui a eu un enfant et tu as cet enfant-là dans ta vie. Oui, c'est ça. Et je m'en occupe beaucoup, là, de Nicolas. Il s'appelle Nicolas. Mais il est merveilleux. Moi, je suis émerveillé, là. Je suis juste en amour. Est-ce que tu apprends l'être humain à travers cet enfant-là? Absolument. C'est ça, puis je trouve que... Ben, c'est brut, un enfant, là. Je veux dire, il n'y aura pas tous les masques, tous les Mais moi, j'aime ça, là. Je trouve que c'est une chance incroyable de voir ça arriver, là, tu sais. Puis tout comment est-ce qu'il découvre les choses une par une, puis toute l'affection qu'un enfant te donne. Mais en même temps, bon, c'est exigeant, là. Mais je trouve que, justement, à partir de là, je me dis, tiens... C'est ça qui, je trouve, qui est le modèle de comment on peut aimer vraiment quelqu'un, tu sais.
Fait que je transpose dans ma vie de tous les jours. Et tu aurais eu la chance de donner quelque chose, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est donner au suivant. Quand on vient sur cette terre-ci, que ce soit un enfant, quelqu'un ou autre chose, si on se bâtit, on veut aussi transmettre ces choses-là. J'imagine que ça aussi, tu dois le sentir. Oui, mais ça, tu vois, j'avais déjà eu dans mes séminaires. Tu vois, j'ai créé, au fond, une affaire qui s'appelait les productions de Cœur.com. À l'époque, il y avait 2 équipes, une équipe en Europe, une équipe ici. C'était 10 thérapeutes, 10 artistes environ. Et dans ça, j'avais eu l'occasion vraiment de former des gens. J'avais beaucoup de psy avec moi. Donc cette transmission de... Mais je l'ai eu aussi, mais tu as raison de lier les deux choses parce que je l'ai eu parce qu'à un moment donné, j'étais en train de donner un séminaire et il y avait un jeune psy dans ce séminaire-là. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais envie que quelqu'un sache que je savais. Tu t'es quoi, reconnu en lui? Écoute, c'est vraiment, c'est mystérieux. Et là, ça fait 20 ans, cette aventure-là. Et plus que ça, 25 ans peut-être. Et ce gars-là, qui a fondé une école maintenant de psychothérapie, m'a appelé l'autre jour, pratiquement les larmes aux yeux. Il venait de terminer sa première année de l'école qu'il avait fondée. Puis il dit, écoute, je t'appelle parce que j'ai tellement de gratitude pour ce que tu m'as montré. Tu étais en quelque sorte son mentor. Exactement. Puis moi, j'avais des larmes aux yeux aussi. Je me dis, c'était incroyable que quelqu'un prenne la peine de m'appeler pour le dire, je suis bien content. Mais j'avais déjà eu ce coup de cœur-là. Et là, j'avais pu à ce moment-là amener plusieurs personnes dans mes séminaires. Et je travaillais à ce moment-là au sein d'une école de parents et d'éducateurs en Belgique. Et ils voulaient, eux autres, que je fasse une école dans leur école. Mais moi, je terminais, j'avais été directeur des séminaires pour... Je fais de bien des affaires dans ma vie. Oui! J'étais directeur des séminaires pour l'Association des psychanalystes jungiennes du Québec, puis je voulais plus faire ça. Alors, j'ai dit, écoutez, je ne ferai pas ça comme ça. On va faire plutôt une sorte d'apprentissage. Je veux dire, on va choisir quelques gens de votre école, puis ils vont venir avec moi dans mes séminaires, puis éventuellement, ils seront mes collaborateurs. C'est comme ça que ça s'est fait. Et lui était là-dedans. Donc, tu as un fils spirituel aussi. J'ai un fils spirituel, absolument. Guy, on va continuer avec notre prochain bloc, notre invité, Guy Corneau. Bon, on va vérifier si mon invité Guy Corneau est avec ou sans pulpe. 5 sujets que tu m'as suggérés, des sujets d'actualité ou des choses qui te font vibrer un petit peu plus. Le premier de tes sujets, c'est la santé. Oui. C'est bien sûr à cause de la santé que tu es encore ici aujourd'hui. Mais c'est aussi à cause de l'idée d'une approche globale de la santé. Oui. D'ailleurs, il n'y a pas un salon à Québec au Palais des Congrès? Oui, le 25, 26, 27 janvier. D'ailleurs, je suis le président d'honneur de ça. C'est ça. Et ma pièce de théâtre va jouer le 26 au soir. Mais j'ai une conférence d'ouverture le 25. La santé globale, c'est la santé du corps. Oui, c'est-à-dire, c'est réapprendre, au fond, c'est ça, c'est réapprendre à se reconnaître comme un tout, tu vois, comme une unité, où le corps n'est pas séparé de l'esprit, puis l'esprit n'est pas séparé du corps, et où aussi l'esprit, l'âme, le cœur, si tu veux, sont incarnés dans ce véhicule-là physique et que tout ça est absolument connecté. Donc, tu peux rentrer par n'importe quelle porte. Tu vois, si tu fais un massage, il va te faire du bien au corps, mais il va te toucher l'esprit aussi. Il va te toucher ton état d'être. En me faisant masser. Je ne sais pas ce qu'elle a touché, la fille, là, mais il y avait comme un seuil d'émotion dans mon dos, à quelque part. C'est ça, exactement. Alors, tout ça est lié, et c'est ça qui est intéressant. Donc, ça veut dire que tu peux, si tu es malade, par exemple, autant... moi, j'ai reçu des traitements d'hôpitaux, mais tu fais attention à ton alimentation, tu fais attention à... Tu prends plus d'air, tu te rapproches de la nature, tu règles aussi tes problèmes relationnels qui ne sont pas réglés. Les 2 oreilles, c'est important. Oui, tu te parles un peu, tu regardes ce qui est en jeu. Même que tu te parles beaucoup, quelquefois. Comment tu as invité ça. Puis il y a aussi les moyens plus énergétiques, si tu veux, comme la méditation, la visualisation, et des choses qui sont entre les deux. Moi, je considère l'acupuncture, l'homéopathie, soit qui agissent physiquement, mais qui sont déjà des techniques énergétiques, au fond. Ensuite, tu veux parler des hommes. Oui. Je trouve qu'on n'en parle pas assez des hommes, Guy. Oui, je veux parler des hommes parce que dernièrement, j'ai été amené à commenter un livre américain qui s'appelle « La fin des hommes », FIN, « La fin des hommes et l'ascension des femmes ». Et elle, là, elle nous traite vraiment comme des bêtes de somme qui vont être laissées derrière parce qu'on n'a plus besoin de nous autres, tu sais, sauf pour ouvrir des cruchons de temps en temps. Et faire des enfants. Oui, faire quand même, tu vois, quand même encore faire des enfants. Mais même à ça, la sexualité, là, dans son livre, la dame, là, elle dit que même ça, là, les filles qui sont atteintes des hauts niveaux là, de responsabilité s'occupent plus de ça, là, puis qui se louent un gars de temps en temps, puis qu'on peut se faire inséminer, puis tout ça. Puis... Bon, justement, as-tu l'impression que notre société est en train de se féminiser? Il y a de moins en moins de place pour un homme-homme. Mais non, j'appellerais pas ça comme ça. Je dirais que les gars sont plus en train de développer leur cœur, apprendre à communiquer et tout ça. Et ça, c'est nécessaire. C'est pas féminin, c'est pas trop féminin, ça? Non, c'est pas trop féminin, parce que la façon dont les gars prennent soin des autres, c'est différent de comment les femmes le font. C'est sûr qu'on est plus
porté à mettre certaines balises, mais même à tolérer certains comportements, jusqu'à temps qu'on puisse mettre une balise plus forte et tout ça. Non, moi, je trouve que... franchement, je trouve que c'est un faux débat. Cette histoire-là de féminisation des hommes. Peut-être qu'il y a des hommes qui vont à l'excès, qui s'identifient trop avec leur partie féminine, mais au fond, il y a du masculin et du féminin chez les hommes et chez les femmes. Et moi, je suis toujours considéré comme un homme assez féminin, mais je ne me trouve pas du tout une femme. Tu sais, je veux dire, je regarde... C'est un homme plus sensible, c'est correct. C'est ça que je trouve, oui, c'est ça. Mais ça m'a pris du temps à me réconcilier avec cette sensibilité-là. C'est une notion que je commence à peine à, comment je te dirais, à me sentir bien dedans. Tu sais, c'est correct d'avoir une sensibilité, mais ça n'enlève pas le caractère masculin de ma personne. C'est-à-dire c'est un quiproquo dans la culture, c'est un malentendu. Oui, c'est vrai. Parce qu'au lieu de se développer en rapport avec des pères qui étaient souvent absents, on s'est développé à contrario, contre des mères et des sœurs. Puis là, qu'est-ce que tu vois dans une famille... exprimer des émotions, être dépressive, être heureuse, crier, chanter, prendre soin des autres, c'est les femmes. Oui, c'est vrai. Et tu finis par te dire, être un homme, c'est ne pas faire ces choses-là. Mais là, tu es en train de te couper d'une grande partie de toi-même. Et quand j'ai créé le réseau Homme Québec, là, il y a 20 ans maintenant, on célèbre les 20 ans du réseau. 20 ans. Quand j'ai créé le réseau Homme Québec, quand tu avais juste des gars ensemble, et que tu ne pouvais pas accuser d'être féminin, ces gars-là, tu t'apercevais qu'aussitôt que tu te donnais la permission de cette sensibilité-là, les gars racontaient des choses. C'était fantastique de voir ça. Le don de soi. Le don de soi. Oui, je trouve que je trouve qu'on est dans des vies où on demande beaucoup, tout le temps. Et on se fait des malheurs avec ça. Et moi, je me dis, bien, si on renversait la chose, puis on disait non, j'offre. Parce qu'en donnant, ben, c'est ça. C'est parce que... C'est quand tu demandes, à un moment donné, je veux dire, tu es une éponge, tu épuises les gens autour de toi. C'est ça. En plus, puis aussi, si tu dis, c'est juste quand je vais avoir telle affaire que je vais être heureux, c'est une mauvaise stratégie, c'est ça. Tandis que, en offrant, souvent, on offre à partir du meilleur de soi-même, à partir de notre meilleur cœur, l'aspect plus généreux. Et pendant que tu fais ça toi-même, tu vis ça, cet état-là. C'est fantastique. Le théâtre, je vais y revenir tout à l'heure. L'amour, les relations et l'amour inconditionnel, on en a glissé. Oui, c'est ça. Ça, je trouve ça. Ça, je trouve que c'est l'apprentissage d'une vie. Je trouve même que les grandes épreuves qui traversent une vie ont souvent pour seul objectif, mais là, je m'avance beaucoup quand je dis ça, de nous faire apprendre à aimer, nous faire apprendre l'amour inconditionnel, mais aussi l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la nature, l'amour de la vie, parce que... c'est la vie qui donne la vie. Je veux dire, plus on est proche de la vie, plus on est proche de ce qui chacun nous donne le goût de vivre, plus la vie circule en nous. Puis le but, c'est pas l'argent, c'est l'amour. Le but, c'est l'amour, oui. L'amour, c'est... Ça s'achète pas, en principe. Non, c'est ça. Mais... Oui, mais ça s'achète pas, puis en même temps, tu peux chaque matin te mettre dans un état amoureux. Tu peux choisir ton état. Absolument. Tu peux choisir un état plus joyeux, plus serein. Ça, c'est une activité que je fais chaque jour, de choisir l'état dans lequel je vais vivre la journée. Prochain bloc avec mon invité Guy Corneau. Il y a des questions, j'ai hâte d'entendre tes réponses. C'est tes questions, là, hein? Oui. 10 questions personnalisées faites sur mesure pour mon invité Guy Corneau. J'appelle ça « bon jusqu'à la dernière ». J'ai hâte de voir ça. Ah non, je pense que tu vas aimer ça. C'est des questions avec « c'est la vie ou la mort », OK? OK. Puis ensuite, je te pose une question, puis tu me dis si c'est la vie ou la mort, OK? C'est la vie ou la mort de se tracasser des gens autour de nous? C'est la vie. Pas se tracasser, mais se soucier. Puis être généreux envers les gens autour de nous, c'est la vie quand même. C'est la vie ou la mort d'être dans une relation insatisfaisante? C'est la mort parce qu'elle peut devenir toxique. Et ce qui est important, c'est de sortir de l'idée que c'est l'autre qui est responsable de ça et de se dire comment j'ai attiré ça et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même. Parce que les états que cette relation-là font naître en toi, c'est des états qui étaient déjà en toi, mais inconscients. Alors l'autre te sert, au fond, à déclencher ça détruit l'être. Ça peut tout à fait. Si tu en apprends quelque chose, mais que tu n'agis pas, ça peut effectivement t'intoxiquer pas mal. C'est la vie ou la mort de vivre une grande peine? Ça peut être la vie ou la mort. C'est-à-dire, si je m'en sers pour me détruire, c'est la mort, c'est sûr. Si je m'en sers pour dire, tiens, j'avais quelque chose à apprendre de la vie me le montre de cette façon-là, et c'est à moi de transformer cette peine-là en sérénité, en joie, un tremplin même pour ma créativité, bien, à ce moment-là, c'est la vie. Je donne juste un exemple rapide. Si tu as beaucoup de tristesse en toi et que tu te réveilles toujours morose le matin, bien, cette tristesse-là, c'est parce qu'il y a des besoins très profonds qui ne sont pas satisfaits. Si tu te mets à l'écoute de ces besoins-là, par exemple, un besoin de créativité ou tout ça, et que tu oses
aller vers ça, bien, ça va être la vie. Ça prend du silence, par exemple, pour s'entendre. Hein? C'est ça. Ça Moi, j'ai prend du découvert le silence. silence là-dedans. C'est ça. C'est la mort ou la vie de rêver une vie meilleure? C'est la vie. Il faut vraiment... c'est important d'imaginer notre vie à son meilleur, mais nous à notre meilleur aussi. Pas juste une sorte de pensée magique, l'attente d'une vie meilleure, mais d'imaginer comment les choses peuvent être à leur meilleur. C'est extrêmement important parce qu'on oriente tout le processus cellulaire, tout le cerveau, tout le corps, l'esprit, on les oriente. C'est là qu'on s'en va. Si tu t'appelles Alexandre de Paty, puis tu fais des plongeons, tu viens de te blesser à la tête, tu sais qu'il te dit ton coach, rêve à tes plus beaux plongeons. Oui, c'est ça. Visualise-les, regarde-les en 3D, puis c'est ça. C'est la vie ou la mort de ne pas atteindre ses buts? C'est pas la mort, en tout cas. C'est peut-être pas la vie non plus. Il faut faire des deuils face à certains buts. Il faut faire des deuils par rapport à certains buts, mais c'est aussi que les buts sont les choses qui nous tiennent en chemin vers quelque chose. Et cette tension-là, c'est la vie elle-même. Elle a vraiment son importance. Cependant, c'est vrai, il y a cette chose-là qui dit toujours il faut profiter du chemin, il faut jouir du chemin pendant qu'on le fait. Regarder le paysage en passant. Il reste quand même que c'est ça, la vie. C'est la vie ou la mort d'être insatisfait de soi? C'est la mort. C'est la mort parce que, au fond, si tu regardes un enfant, là, ça vient au monde avec tellement de force de vie, puis tellement de rire, puis tellement de goût de vivre, puis cet enfant-là, c'est peu à peu qu'il va apprendre l'insatisfaction par rapport à lui-même. Mais si ça veut dire qu'il y a des... Si tu es toujours insatisfait de toi, c'est que soit qu'il y a trop de jugements que tu dois tasser ou qu'il y a des choses très profondes que tu dois remettre en jeu, qui sont de ta créativité, qui doivent prendre leur place dans le monde. C'est la vie ou la mort d'être incapable de pardonner? C'est la mort. Il faut... sinon, tu ressasses sans cesse les mêmes affaires. À un moment donné, c'est même valeur. La colère que tu as, la frustration que tu as, c'est pas l'autre qui l'a, c'est toi, puis c'est toi qui en souffres. Donc, il faut passer à autre chose. Oui. C'est la vie ou la mort d'avoir de la colère? Il y a des gens qui n'ont jamais de colère ou qui n'en font jamais. Bien, la colère, c'est une force de vie fantastique et c'est la source de la détermination. C'était vraiment en colère. C'est ce qu'on appelle le oomph. Oui, c'est ça, c'est de l'élan. Puis, donc, la colère pour la colère, la décharger, c'est pas intéressant, non. Mais la compréhension de sa propre colère pour dire, bien là, il faut que je sois plus déterminé par rapport à ça, il faut que je mette des limites à telle situation, il faut que je m'aligne comme ça. Ça, c'est de la vie, là. C'est la vie ou la mort de se sentir inutile? Bien, je dirais que le sentiment d'inutilité est une des pires choses qui peut arriver à un être humain. Une vie où tu te sens inutile, une vie qui n'a pas de sens, c'est intolérable pour les êtres humains. Les êtres humains... Toujours avoir un but devant soi. Oui, là. les êtres humains sont des quêteurs de sens, des chasseurs de sens. Et même une maladie, tu veux savoir le sens, même un rhume, tu veux savoir le sens. On est fait comme ça. Et ça veut dire que ça a du sens pour nous, de trouver du sens dans les choses, puis d'être dans une vie qui est sensée, mais aussi une vie qui sert aux autres, pas une vie qui est inutile. Ça veut dire qu'une partie de ta vie doit être offerte aux autres. Pour qu'elle ait une signification au bout du compte, dans le fond. Qu'on ne soit pas venu ici sur cette terre juste pour respirer de l'air, manger, puis faire le reste. Là. Non, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Dernière de mes 10 questions, c'est la vie ou la mort de remettre à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui? C'est la mort, mon frère. On remet tous à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. C'est ça. C'est ce qu'on ne devrait pas faire. Qu'est-ce que tu remets plus à demain, cependant, toi? Ah, ce que je remets plus à demain, c'est... J'attends plus à demain pour être heureux. Je me dis plus jamais... si j'avais telle chose, je serais heureuse, telle situation. Et si j'aurais... Ah, non, je me dis plus d'affaires demain. Je me dis, Guy, ton bonheur, il repose sur ton choix intérieur. Et toutes les situations, je ne suis pas capable dans toutes les situations, mais toutes les situations peuvent le servir. C'est exactement... À un moment donné, j'étais avec Christiane Charette en entrevue, puis elle me dit, Guy, toutes les questions sont des bonnes questions, parce que c'est toi qui as le privilège de la réponse. Alors, c'est la même chose. Ouais. Toutes les situations sont des bonnes situations, c'est parce que c'est toi qui as le privilège de la réponse. J'ai vu des surfeurs, là, tu sais, à Hawaï. Oui. Et eux autres, là, sont obligés de se dire ça. Tu as une demi-heure pour prendre la bonne vague, mais l'océan ne produit pas la bonne vague parce qu'ils attendent la bonne vague, là. Alors, à un moment donné, ils sont obligés de se dire toutes les vagues sont la bonne vague. Alors, ça veut dire que même quand tu n'es pas bonne, il faut qu'ils apprennent par le bas, qu'ils remontent en haut. Oui, c'est incroyable ce qu'ils font avec la vague. C'est un très, très grand apprentissage sur la vie. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on est sur une vague, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle va nous mener, mais on est obligé de la prendre parce qu'elle est là.
C'est un peu ça, la vie, là. C'est ça. Puis en plus, eux autres sont sans cesse en train de se faire déjouer par la vague, puis de tomber dans l'eau, puis recommencer. C'est un grand apprentissage. C'est ça qu'il faut faire. Bon, ton plus récent livre, Guy Corneau, c'est le livre Revivre. D'ailleurs, on vous montre la couverture de ce livre-là. C'est le plus récent que tu as publié aux éditions de l'Homme, qui était celui de l'année dernière, c'est ça? En 2010. 2010, c'est sorti. Déjà, bon, oui, ça va vite, ça va vite. Bon, tu nous l'as dit, tu es président d'honneur du Salon Santé Globale, Espace Santé Globale. Oui. Ça va être au Centre des Congrès de Québec 25 au 27 janvier. D'ailleurs, tu vas donner une conférence le 25 janvier. Oui, c'est ça. Hey, monsieur, il y a une salle... Il y a une salle à son nom là-bas, la salle Guy Corneau. Vous savez comment ça fait? Ça doit être une salle éphémère. Là, non. Écoute, ils ont mis un trait d'union entre les deux. C'est pas juste comme... ça, c'est à 19h30. Et on va y présenter le lendemain. Ça va Je suis très content de parler dans ma propre salle. Ça tellement... Ça m'est jamais arrivé, là. Le 26 janvier, tu vas présenter à Québec la première, ici en terre québécoise, ta nouvelle pièce de théâtre. Exactement. Parle-moi de cette pièce-là. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Qui est là-dedans? C'est quoi l'idée derrière ça? Etc. Céline et André, une histoire d'amour éclairée. Je l'ai écrite avec Danielle Proulx, l'actrice. La comédienne, oui. Qui est une excellente dialoguiste d'ailleurs. Alors, j'avais imaginé tout le scénario de la pièce et j'ai guidé Danielle dans chacune des scènes avec les mobiles de chaque personnage dans chaque scène. Et comme ça, on a 6-7 scènes comme ça. Et c'est elle qui t'a écrit les dialogues? Elle m'a écrit les dialogues, oui, exactement. Mais toi, tu viens du théâtre. Je viens du théâtre, absolument. J'ai fait Avant du théâtre, d'être psychanalyste, t'étais dans le monde du théâtre. J'étais passionné par le théâtre. C'est pour ça que j'y reviens un petit peu. Je peux pas m'empêcher. Et c'est extraordinaire de revenir au théâtre. Et donc, écoute, c'est une histoire... bon, écoute, je dis la même chose dans ma pièce que je dis dans les conférences. Sauf qu'on va le faire autrement. C'est plus drôle. Donc, c'est un couple qui est vraiment dans l'impasse. Et de scène en scène, ils sont dans l'impasse. Et moi, je joue un peu le maître de cérémonie, mais je vais quand même avoir mes petits costumes puis tout ça. Là. Ah oui, tu joues sur scène en plus. Oui, T'es pas juste intervenant, là, puis... Non, je joue un petit peu entre les scènes, mais moi, je parle avec le public. C'est moi qui interagis avec le public. Et à un moment donné, au bout de la 5e scène, je dis au public, je dis, écoutez, moi, là, je suis plus capable de les entendre. Ils ont besoin d'aide. On va les aider. C'est ça le côté interactif de ta pièce. Ça. Et là, je fais parler les gens dans la salle, mais tranquillement aussi, je les invite à venir sur scène, parler derrière les acteurs, parce que je mets mes acteurs dans une scène cœur à cœur, et là, ils se parlent. Et le public les inspire. Alors, la pièce a pour nom Céline et André, une histoire d'amour éclairée. Ça va être présenté les 13, 14, 19, 20 février, 6 et 7 mars prochains à la salle de Jésus à Montréal. Lejesus.com pour tous les détails. C'est tout le temps qu'on avait. Ah, écoute, ça a été vite en tabarouette. Et puis bonne fête encore. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne année 2013. Merci beaucoup. Puis j'ai une dernière pensée pour terminer. D'ailleurs, elle vient de toi, mon cher Guy. Ah. Elle est prise de ton livre Dossier trouver le meilleur de soi. Elle dit un être ne peut s'estimer que s'il est en train de développer son potentiel. C'est ce que je vous souhaite à vous tous. À la semaine prochaine, mon invité la semaine prochaine sera nul autre que Claudia Marquez, la globe-trotter et animatrice. Bonne semaine tout le monde. Thank you.